Alors ok, vous avez l'habitude de nos music clubs en studio ou chez les gens avec Bob Sinclair, Cut Killer, Boom Bass ou encore Étienne de Crécy. Mais là, attention, changement de lieu, la discothèque de Radio France. C'est grand, c'est beau, c'est énorme, ça a de la gueule. Et pour ce premier épisode, en collab avec FIP, on a un invité de choix, la légende Jean-Michel Jarre. Bonjour, bonjour. On va pas se mentir, on s'est un peu perdu dans les rayons. Et là, il y a quand même 1 million d'albums quand même. Mais au final, Jean-Michel Jarre nous a choisi des disques importants et incroyables comme... Alors Edith Piaf, pour moi, c'est le Kalsoum western. Mais aussi... Évidemment, Sébastien Tellier. Ou encore... Who's Next des Who. Et même... Alors White Noise, c'est mon disque de musique électronique fétiche. Bref, c'est un moment fou, complètement hors du temps à la discothèque de Radio France avec FIP et Jean-Michel Jarre. Ça fait rêver. Bienvenue dans la discothèque de Radio France. On a déjà sélectionné 3 disques pour toi. Pierre Schaeffer, alors bon, c'est à la fois un maître et un mentor, puisque c'est avec lui que j'ai, et grâce à lui et grâce au groupe de recherche musicale, quand je suis rentré au GRM, qui était en fait lié à Radio France, et Pierre Schaeffer est avec Pierre-Henry, celui qui, sans doute, sans le savoir, allait révolutionner la manière dont on fait de la musique aujourd'hui. C'est-à-dire le premier qui a pensé à intégrer finalement les sons de la vie dans la musique. Et en même temps, le premier DJ, puisque avec Pierre-Henry, les premières œuvres de musique électronique, d'ailleurs, Études aux objets, Études aux allures, Suite 14, etc., ce sont des œuvres qui, en fait, étaient enregistré sur des 78 tours. Et en fait, la première œuvre que Pierre Schaeffer a faite avec Pierre-Henry, d'ailleurs, ce qui est paradoxal parce que ça s'appelle Symphonie pour un homme seul, ils étaient 2. Et en fait, le live, c'était en fait 78 tours qui passaient sur 5 platines. Et le live était fait d'une performance aux platines. C'est-à-dire que c'était les premiers DJ 40 ans avant, quoi. Et c'est effectivement pour moi vraiment pas seulement fondateur de ce que j'ai pu faire après, mais fondateur de toute la manière dont on fait de la musique aujourd'hui. Alors là, il y a 2 autres petites surprises que vous m'avez réservées, effectivement, qui sont plus personnelles. Ça, c'est une des premières musiques de film que j'ai faites, qui s'appelle Les Granges Brûlées, avec Delon et Signoret. Et en fait, c'était un malentendu complet. C'est-à-dire que c'était un polar rural, avec des sons électro, dont d'ailleurs Aphex Twin disait que ça lui rappelait ce qu'il ferait 20 ans plus tard. Je pense que si la production avait entendu ce que j'étais en train de faire, par rapport à quelque chose qui se passait vraiment dans les Vosges, de manière ultra classique, un film ultra classique, je pense que la bande son n'aurait jamais été acceptée, parce que c'était vraiment totalement assez barré par rapport au contexte. Mais c'est un très très bon souvenir, et d'ailleurs on est en train de retrouver les bandes pour refaire un vinyle avec le mastering, avec les possibilités de mastering d'aujourd'hui, quoi, et de meilleure qualité. Et puis alors celui-là, j'étais en contrat avec un éditeur fameux, légendaire, qui s'appelait Francis Dreyfus, qui était en plus la maison de disques avec qui j'ai ensuite travaillé une grande partie de ma vie, qui a sorti Oxygène, Equinox, etc., mais qui aussi était le producteur de Christophe, de Bachung aussi, de Bernard Lavilliers plus tard, et puis grand éditeur et producteur de jazz aussi. Et en fait, quand Popcorn est sorti, j'ai fait la version européenne de Popcorn, même avant vraiment que ça démarre, et sous un pseudo qui était Popcorn Orchestra, donc c'est assez marrant, et qui a en fait très très bien marché, et en fait qui est sorti à peu près au même moment que la version originale. Alors, je vois Pierre-Henry, bah oui, en fait, il y a un morceau de Pierre-Henry qui est le plus connu, qui s'appelle Psyché Rock, qui est en fait issu d'une musique que Pierre-Henry a fait pour le ballet de Maurice Béjart, qui s'appelait Messe pour le temps présent, et qui est en fait un tube un peu ambigu de Pierre-Henry, parce qu'en fait, c'est plutôt un morceau de Michel Colombier, grand arrangeur et compositeur, qui a notamment été l'arrangeur de Gainsbourg et de plein de Paul Naref aussi, enfin bon, qui est un musicien brillant, et en fait qui a intégré des sons de Pierre-Henry dans cette musique. Et en fait, de manière un peu injuste, Pierre-Henry est reconnu surtout pour un morceau qu'il
qui n'est pas exactement sa patte, je dirais, mais en même temps qui a marqué énormément l'histoire de la musique électronique. Et toi, quand tu as entendu ce morceau, ça t'a fait quoi? Ça t'a évoqué quoi? Moi, j'avais déjà le virus, et donc j'ai trouvé que c'était intéressant le mélange justement qui moi m'a toujours beaucoup intéressé, qui était en fait de faire un pont entre l'expérimental et la pop. Et ce morceau résume tout à fait ça, c'est-à-dire le fait au fond un musicien de pop finalement intègre aussi des sons qui étaient purement expérimentaux, quoi. Et c'est un bon exemple de ce pont que moi j'ai toujours voulu faire. Et alors celui-là, c'est aussi de toute façon tous les choix que je peux faire sont des choix de son, en fait, parce que ce qui m'intéresse même dans la pop ou dans les chansons, c'est avant tout finalement l'univers sonore. Et dans Imagine, John Lennon, il y a effectivement la chanson qu'on connaît comme Imagine, mais il y a un morceau, moi, qui m'a toujours beaucoup touché, qui s'appelle How Do You Sleep, et au-delà du texte et de l'anecdote entre Paul McCartney et John Lennon qui s'engueulaient à Do You Sleep, et c'est un règlement de compte de John à travers une chanson, c'est pas tellement ça qui m'intéresse dans Do You Sleep, c'est surtout la prod de Phil Spector, et c'est surtout le son des cordes que j'ai trouvé, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça formidable, cette espèce d'arrangement de cordes qui groove presque comme du jazz, et en même temps avec un côté un peu exotique, un peu arabisant aussi, et qui, moi, m'a donné le frisson. Et à chaque fois que j'entends cette chanson, au-delà du contexte, de la mélodie, du texte, le son de ce morceau est un morceau qui me donne toujours le frisson, qui n'est pas le morceau le plus connu de cet album, mais qui est un chef-d'œuvre par ailleurs. Voilà. Comme nous savons. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est aussi un disque que je trouve, un morceau de Gainsbourg, Requiem pour un con, qu'il a fait pour le film Le Pacha, et qui est aussi un trip de son total, qui est uniquement une chanson qui est uniquement faite, l'arrangement, c'est uniquement une loupe de batterie, et cette loupe est complètement hypnotique et d'une modernité incroyable. En même temps, elle raconte une histoire, et les loupes souvent racontent des histoires, mais là, au-delà du texte, au-delà de sa voix, puisqu'il a quand même inventé le slam un peu, Gainsbourg, et tout le talk-over, quoi. Et sur ce morceau, il y a cette espèce de côté d'abord le son de la batterie qui est super, et puis cette espèce de loop qui est hyper originale. C'est vachement dur, finalement, avec des doubles croches, des triples croches, des noires, des blanches, de faire une loupe uniquement rythmique qui te fait rêver à ce point-là, quoi. Donc c'est vraiment un morceau mémorable. Ah, Ray Charles. Alors ça Ray Charles, il y a effectivement Georgia in My Mind. Et en fait, j'ai choisi ce morceau, Montrons la pochette. Et c'est en fait le premier single que j'ai acheté avec Georgia in My Mind d'un côté et What I Say de l'autre. Et pourquoi moi ce sont des morceaux fondateurs, aussi bien Georgia in My Mind que What I Say, c'est que Ray Charles est pour moi encore quelqu'un qui est fascinant pas seulement sur le plan de la composition, mais sur le plan du son. D'ailleurs, j'ai choisi dans cette sélection 3 artistes qui expriment bien ce que je vais dire, c'est-à-dire que ce soit Edith Piaf, David Bowie ou Ray Charles, sont tous des gens qui chantent faux et pas dans le tempo. Et en fait, c'est ça qui donne le frisson. C'est-à-dire quand on ne suit pas les règles, quand on est out of the box, quand on est un peu en dehors du tempo et en dehors au fond de la règle. Et Ray Charles, ce qui est incroyable, c'est que il vient à la fois du gospel, la musique d'une musique spirituelle, et en même temps du rhythm and blues, qui était considéré comme l'inverse, sinon une musique satanique. Pas loin pour certains intégristes, et en fait c'est ce mélange-là qui fait qu'il est toujours respectueusement le cul entre 2 chaises, et moi j'ai toujours aimé les gens qui sont à cheval sur 2 styles, et c'est ce qui fait le côté unique de Ray Charles, comme de beaucoup de grands défricheurs, quoi, ça dans la musique et comme dans l'art en général. Est-ce que toi personnellement tu as l'impression d'être aussi respectueusement le cul entre 2 chaises? Oui, tout à fait. Enfin, moi, les artistes qui m'intéressent, c'est justement les gens qui sont entre 2 styles. C'est pas très intéressant, au fond, les gens qui sont au pinacle d'un style. La perfection m'intéresse pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est justement les erreurs, les accidents, les choses qui sont
pas évidentes et qui sont et c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai quand on prend le début de la nouvelle vague, quand on prend le début de l'électro, de la French Touch, c'est-à-dire qu'avec une économie de moyens, d'arriver à faire des choses où finalement on se transcende par manque de moyens, mais avec en même temps un trop plein d'idées. Donc il y a cette espèce de décalage qui est super en fait, et qui souvent donne des résultats justement qui sont inattendus, donc excitants. La recette Jean-Michel Jarre, c'est de créer des erreurs dans la musique ? Je pense pas que ça soit une recette, bien que ça puisse en être une pour pas mal de jeunes artistes à qui je conseillerais ça, c'est-à-dire l'apologie de l'accident, c'est-à-dire le fait de ce qui rend toujours une création intéressante, c'est l'accident, c'est le truc inattendu, c'est le fait justement d'être out of the box. Finalement, dans la musique occidentale, en tout cas, on n'a que 12 notes, et il y a des millions. D'ailleurs, on voit des millions et des millions de chansons et de morceaux qui sont faits avec ces 12 mêmes notes, et au fond, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est toi qui fais la différence, c'est-à-dire que ton propre style, ta propre cuisine. Et c'est ça qui fait qu'un morceau va te donner des frissons, va t'intéresser ou pas, parce que ça ne fait pas aussi partie de ton goût, mais en même temps, c'est dans cet arrangement de notes, c'est aussi pas seulement l'arrangement des notes, c'est le son, c'est-à-dire c'est les épices que tu vas y mettre, c'est tout ça. Alors Édith Piaf, pour moi, c'est le Kalsoum western, c'est-à-dire occidental. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait ma mère m'a emmené à un concert Kalsoum quand j'avais 11 ans. En fait, c'était à l'Olympia, et le concert durait 3h30, elle chantait 3 chansons, qui duraient plus d'1 heure chacun. Et quand je suis sorti, j'ai dit à ma mère, je veux me marier avec elle. J'étais absolument époustouflé par cette espèce de déambulation sonore, quoi. Et Édith Piaf, elle a ça, elle a ce côté, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Ray Charles ou Bowie, c'est-à-dire cette espèce de côté où elle chante, elle gueule, elle slalom entre les notes, entre les émotions. Et en fait, t'as à la fois envie de rire, envie de pleurer, c'est de l'émotion mise à nu, et cette émotion, elle vient justement du fait de transcender les règles. Et on en est toujours là, on revient toujours à ça, c'est-à-dire le fait finalement de désobéir. Et Édith Piaf est quelqu'un qui a tout le temps désobéi sur le plan musical et dans sa vie. Et on s'aperçoit que souvent, les grands artistes sont des gens qui désobéissent et qui contournent les règles, quoi. Et c'est un super exemple, quoi. Alors White Noise, on va le dire tout de suite, c'est mon disque de musique électronique fétiche. C'est un morceau qui n'est pas... C'est un album qui n'est pas très connu et qui est un chef-d'œuvre, tout simplement un chef-d'œuvre, qui a été composé par les gens qui travaillaient au laboratoire de la BBC, c'est-à-dire un peu l'équivalent du groupe de recherche musicale dirigé par Schaeffer en France, et avec des gens comme Debbie Derbyshire, qui est une des grandes pionnières de l'électro anglaise, mais de grandes compositrices. Et puis David Warhouse aussi, qui est aussi un autre grand musicien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un disque totalement inattendu, c'est un ovni complet, qui mélange à la fois le trafic électronique, le sample, à la fois le côté, je dirais, totalement surréaliste, alors que c'est plutôt les Français qui sont surréalistes, c'est un mouvement français surréaliste, alors que là, ils ont capturé quelque chose qui, pour moi, fait partie vraiment des racines de la musique électronique européenne, qui n'a rien à voir avec la pop, le jazz ou le rock américain. Alors Ray of Light, autre chef-d'œuvre. Enfin, quand il y a 1 million de vinyles, on a du choix. Alors Ray of Light, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que d'un seul coup, Madonna passe au fond de la pop à l'électro, avec la production de William Orbit, qui est un très grand musicien, très grand producteur pour moi d'électro, et qui va d'un seul coup faire changer la garde-robe sonore de Madonna. Et c'est intéressant parce que finalement, ce qui est intéressant dans la production, c'est comment on peut arriver à révéler ce qui existe potentiellement dans chez un artiste, de manière sonore. Je veux dire que c'est toute proportion gardée, mais c'est pour moi l'approche que j'ai essayé d'avoir avec Christophe, quand j'ai travaillé sur les albums de Christophe, comme Les Paradis Perdus, Les Mots Bleus, etc., ou avec Juvet aussi, qui était aussi quelqu'un qui venait de la pop, mais qui voulait partir ailleurs, et il avait ce côté justement un peu glam, potentiellement,
un peu glam rock, un peu à la Bowie ou à la T-Rex. Et en fait, pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, Madonna, venant de la pop, a eu l'instinct. Alors elle l'a eu. C'est pas seulement lui, elle est allée chercher William Orbit. Et en fait, le résultat, Ray of Light, est pour moi sans doute un des meilleurs, sinon pour moi le meilleur album de Madonna. Encore une fois à cause du son. Tu parlais de ton travail sur la musique pop française. On sait que tu produisais, mais tu aidais à l'écriture aussi. Encore une fois, c'est une histoire de son. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler dans la pop, avec notamment avec Christophe, avec Juvet, Françoise Hardy, etc., en fait, ce qui m'intéressait, c'était... moi, j'étais obsédé à l'époque par les albums anglais, les concept albums. C'est-à-dire un album qui ne soit pas une accumulation de chansons, mais séparées, mais en même temps, où chaque album, en fait, plutôt que de raconter pas vraiment nécessairement de raconter une histoire, mais en fait, qu'il y a un univers, qu'il y a un propos global sur l'album. Quand on s'est retrouvé enfermé avec Christophe, les musiciens, avec Francis Dreyfus, qui était aux commandes sur le plan en tant que maison de disques et éditeur, et impliqué aussi dans le résultat, clairement, un parolier, ça pouvait pas coller. Et donc, je m'y suis collé moi-même à faire les textes en fonction du yaourt. Et c'est un vrai défi d'arriver à coller des mots, justement, qui puissent ne pas sonner avec la complexité de la langue française, mais qui puisse être un peu fluide et justement sortir aussi de l'aspect narratif des chansons de l'époque, où on racontait des petites histoires. Et en fait, c'était pas du tout ça qui m'intéressait, et c'était pas ça l'ambition de l'album, que ce soit Les Paradis Perdus ou Les Mots Bleus, mais plutôt d'essayer de faire sortir la personnalité de quelqu'un comme Christophe, et cette espèce en même temps de mélange entre le côté loser voyou italien et le côté rebelle de la James Dean un peu. Donc il y avait ce mélange-là, et c'est ça qui m'intéressait d'exprimer sur le plan du propos, et ensuite aussi sur le plan sonore, que les syllabes, que la phonétique colle aux ambiances, quoi. Et donc c'est ça qui a fait que je me suis... Et pour Patrick Juvet, comme une chanson comme Où sont les femmes, c'était effectivement la même chose, c'est-à-dire cette espèce de côté un peu Bee Gees, avec les voix hyper hautes. Et donc là aussi, trouver des mots qui puissent coller à l'ambiance qu'on voulait en studio, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de ça, R, qui sont vraiment des gens que j'aime énormément. J'ai eu la chance de pouvoir, dans l'album Electronica que j'ai sorti il y a quelques temps, de pouvoir collaborer avec eux. Et je pense que c'est la dernière fois qu'ils se sont retrouvés en studio en tant que R. Et j'ai choisi Sexy Boy simplement comme parce que c'est leur tube, en fait. Enfin, ils en ont fait plein, mais le premier tube, c'est toujours celui qui vous marque. Et en fait, Sexy Boy représente bien aussi ce côté, ce qui définit la French Touch, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois lié à une forme de poésie impressionniste, qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'est le style berlinois ou anglais ou anglo-saxon, avec cette espèce de côté impressionniste, cette poésie aussi, et en même temps un côté très groovy, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Sexy Boy, c'était leur premier gros tube, donc ça les a un peu caractérisés. Tu penses que c'était quoi ton premier gros tube ? C'est Oxygène. On a toujours dans une carrière, quand on a la chance de rencontrer le public, d'avoir finalement un titre qui est votre premier titre, quoi que vous fassiez, vous serez toujours repéré par rapport à ça. On peut faire après des morceaux, des films, des livres qui marchent peut-être même mieux commercialement, ou qui sont peut-être de son point de vue ou du point de vue du public meilleur, ou en tout cas tout à fait comparable. Il y a cette espèce de côté qui est en même temps lié à une Madeleine de Proust par rapport au public. Donc ça se discute pas, ça. Et c'est vrai pour les films, c'est vrai pour les réalisateurs, c'est vrai pour les musiciens, pour les auteurs. Et comment tu le vis ? Il faut quand même pas se plaindre de rencontrer le public, et en même temps considérer aussi que ce soit les succès, les succès ou les échecs, c'est finalement des accidents. Plus vite on le comprend, mieux on se porte. C'est-à-dire qu'en fait, le trajet d'un artiste, c'est au milieu. Et en fait, il y a effectivement des moments où il y a des moments de succès, des moments d'échec. Et en fait, tout ça fait partie de son trajet, au fond. Et plus vite on s'en rend compte, je pense que mieux on supporte ça. Alors, ça, autre pépite,
Who's Next des Who. Pete Townshend a une importance, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler qu'on travaille ensemble sur l'album Electronica, justement. Je suis venu le voir avec trois maquettes, et finalement il m'a dit on va faire les trois, on va faire une sorte de mini rock électro. Et en fait le résultat faisait 18 minutes, ce qui par rapport à un album avec plein de collaborations, ça aurait été un peu hypertrophié notre présence, notre collaboration. Et donc j'ai sorti un seul extrait qui s'appelle Travel Letter. Et en fait, il y a encore 2 extraits qu'on n'a jamais sortis, qu'on sortira sans doute un jour. Pourquoi je dis tout ça ? Et pourquoi je voulais qu'il soit dans cet album qui était lié pour moi à tous les gens que j'aime et que je respecte dans la musique électronique, au fond, c'est que Pete Townshend, avec The Who, c'est lui qui a introduit l'électronique dans le rock, avec des morceaux comme Baby O'Reilly, avec Who's Next, où il a vraiment défriché. Il a travaillé à l'époque sur un modulaire qui était l'ARP 2500, et il a trouvé, comme beaucoup de gens qui viennent de manière totalement fraîche avec un outil qu'ils ne connaissaient pas, on a fait quelque chose d'inoubliable, notamment l'intro de Baby O'Reilly, qui est un chef-d'œuvre de séquence électronique et qui est hyper en avance. Et en plus, je dirais, par rapport aux Who, ils sont précurseurs dans plein de domaines. C'est à la fois les premiers punks, c'est eux les premiers hard rockers. Le hard rock, le heavy metal, le mur de son, tout ça, c'est The Who. Il y a beaucoup de gens de mon époque qui étaient très ou Stones ou Beatles. Moi, j'étais vraiment Who. Le fait que ce qui était hallucinant, c'est de voir qu'en fait, c'était 4 solistes sur scène. 4 solistes sur scène, ça marche pas en général. Il faut qu'il y ait toujours un leader et les autres qui suivent. Et là, en fait, Keith Moon faisait des solos de batterie en permanence. Il n'accompagnait pas un chanteur, il faisait des solos de batterie. Ann Whistle, le bassiste, faisait des solos de basse. Daltrey hurlait dans tous les sens. Et quant à Pete Townshend, il faisait le rôle de la guitare rythmique et lead en même temps. Et donc, cette espèce de mur de son qui aurait dû être une cacophonie était quelque chose d'extrêmement moderne et extrêmement nouveau, quoi. Ce côté travail sonore, quoi. Ce qui m'intéresse, comme vous avez compris, dans la musique. Oui, alors très bon client. Ce film de Nicolas Winding Refn, qu'on connaît beaucoup par rapport à son premier film Drive, qui va aussi le marquer. C'est une musique de Cliff Martinez, s'appelle Too Old to Die Young. Ça, c'est une série télé que je recommande à tout le monde. C'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut faire un arrêt sur image sur chaque plan, et c'est un tableau. C'est incroyable. Et la musique aussi est au même niveau. Cliff Martinez avec, d'une certaine manière aussi, Trent Reznor, dont on parlera peut-être après, avec Atticus Ross. Mais Cliff Martinez a intégré dans la musique de film, moi, ce que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire le fait de l'oxymore, de la contradiction. C'est-à-dire quand il y a une scène extrêmement violente, c'est qu'on coupe le son, on coupe la rythmique, et on a une sorte de drone hyper cool qui crée, en fait, non pas une illustration, comme on le voit tellement dans des tas de grosses prods à la Marvel, où en fait c'est de l'illustration sonore, où plus on en met et plus on fait de bruit, mieux c'est. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire finalement, dans des scènes qui peuvent être extrêmement brutales ou violentes, c'est de faire l'inverse. Et en fait, ça crée un choc et ça crée une distance qui est absolument super. Est-ce que c'est déjà ce que tu recherchais sur tes bandes son comme Les Granges Brûlées à l'époque ? Oui, moi en fait, j'ai refusé beaucoup de musique de film dans ma vie parce que mon père, Maurice Jarre, est un très grand compositeur de musique de film. Il a eu 3 Oscars. Et en fait, je l'ai très peu connu parce qu'il est parti quand j'avais 5 ans. Et en fait, on s'est très peu vu. Mais après, quand j'ai commencé à faire des albums et à faire des concerts, je me suis dit finalement, la musique de film, c'est un peu le territoire du père, de ce père que j'ai pas vraiment connu. Et donc, j'ai refusé beaucoup de musique de film, ce que je ne regrette pas, mais je pense qu'avant tout, pour moi en tout cas,
aujourd'hui toujours, la musique de film, ça doit être une rencontre avec un réalisateur, cette espèce d'histoire d'amour, de complicité, c'est-à-dire Sergio Leone avec Ennio Morricone ou David Fincher avec Trent Reznor, Atticus Ross aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Ce que mon père a pu faire avec David Lean, qui a fait Dr Zhivago, Laurence d'Arabie, Passage to India, ce sont vraiment des histoires de complicité avec un réalisateur, et je ne l'ai pas encore trouvé. Alain Bashung, voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cet album ? C'est qu'en fait, il a fait une version des Mots Bleus, donc une chanson que j'ai faite avec Christophe. Et en fait, je crois que je préfère sa version à la version qu'on a faite. Je trouve que la version est incroyable, c'est-à-dire qu'il a évacué toute la partie rythmique pour avoir cette espèce de côté un peu symphonique. Et puis, encore une fois, pourquoi moi, Alain Bashung me touche, comme Christophe d'ailleurs, encore une fois, sont des gens qui flirtent avec la mélodie, qui s'échappent en permanence du thème. Et en fait, dans la version des Mots Bleus qu'il a faite, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui en fait, comme dans le jazz, prend la mélodie et surtout, il s'en échappe le plus vite possible pour arriver à créer son propre chemin. Et c'est ça qui est touchant, dans cette version-là en particulier. Alors, AC/DC, j'ai choisi AC/DC parce que c'est sans doute dans le rock les gens et Angus en particulier, qui maîtrisent le plus la manière d'enregistrer les sons de guitare et de drums et de batterie. Angus Young, c'est un mec qui, avec sa guitare, il a des câbles en or qui font 60 cm et il joue contre la console, c'est-à-dire en direct, pour essayer de garder le maximum de dynamique de son instrument. C'est des fêlés du son, et en fait, quand on écoute dès les premiers albums jusqu'aux derniers, les derniers, j'encourage vraiment à les écouter ou à les découvrir ou à les réécouter en pensant à ça, parce que le son est absolument incroyable. Et encore une fois, on voit à quel point dans la musique occidentale, en tout cas de ces 50, 60, 80, 50, 60 dernières années, le son est au centre du jeu. Et c'est pour ça qu'on a commencé toute cette conversation avec Pierre Schaeffer, parce que cette intégration des effets sonores, de sound effects dans tous les styles musicaux, ça vient d'ici. Et c'est pour ça que c'est important. Ça vient même de cet endroit, c'est-à-dire le service public, Radio France, qui en fait a toujours été défricheur en matière de son. C'est le service public à qui on doit le binaural, le multicanal, au fond tout ce qui a fait les musiques immersives. On aura l'occasion d'en reparler, mais les modes d'enregistrement en mono et en stéréo, enfin, tout ça vient du service public. Ça vient beaucoup de la France, et en fait encore une fois, toute la musique mondiale, occidentale en tout cas, et au-delà aujourd'hui, puisque la musique actuelle c'est un peu partout, on doit beaucoup au défrichage français. Et donc cette espèce de passion du son que beaucoup de gens du rock, comme de Pink Floyd à AC/DC, en fait, finalement, ce sont des gens qui sont obsédés par la matière sonore. Alors, qu'avons-nous ici ? Dans les choix, évidemment, Sébastien Tellier. Alors, j'ai choisi Sébastien Tellier, le morceau Roche, qui est dans l'album Sexuality, qui est un Roche, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, même un chef-d'œuvre tout court. C'est rare d'avoir dans un morceau de 3 minutes ou 3 ou 4 minutes quelque chose qui exprime une idée de manière aussi parfaite. Roche, c'est probablement la chanson, une des chansons les plus sensuelles qui ait jamais été faite. Ça transpire, cette chanson. Et c'est quelqu'un qui a une énorme faculté, Sébastien, à justement transcender une technique, transcender un style pour arriver à produire des sensations. Pas des émotions, mais des sensations. Et Roche, c'est vraiment un album, c'est vraiment une chanson de cul, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... bon, Gainsbourg était pas loin, mais je pense qu'avec Roche, il a fait mieux encore, lui. Ah, voilà. Alors ça, c'est... Laurie Anderson, c'est quelqu'un qui est, encore une fois, un artiste, et une artiste absolument unique, qui est d'ailleurs
tellement complète que je pense que même son œuvre visuelle, graphique, dans l'art contemporain, est presque encore plus importante que ce qu'elle a fait dans la musique. Et les gens le savent, mais elle n'est pas reconnue parce que finalement, on aime vous coller des étiquettes. Hein, c'est vrai aussi bien des deux côtés de l'océan. C'est quelqu'un qui est une très grande artiste en tant que artiste visuel encore dans le monde de l'art contemporain et en même temps dans la musique c'est une défricheuse complète, c'est vraiment à la fois metteur en scène, écrivain, violoniste, chercheuse de son. Et encore une fois, évidemment, on peut tout prendre hein, chez elle. Bon, là, effectivement, au Superman, c'est ce que beaucoup de gens connaissent. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ils se précipitent. Parce que c'est un morceau qui est culte. C'est un morceau culte qui a tellement, finalement, changé les choses sur le plan de l'électro. C'est-à-dire d'avoir une voix au vocodeur, comme ça, avec juste un arrangement très minimaliste. C'est la mère et le père, je dirais, parce qu'en même temps, elle a toujours adoré se mettre des moustaches sur scène et aussi avoir une voix au vocodeur avec ce qu'on appelle un octaveur, c'est-à-dire en mettant un octave en dessous, c'est-à-dire que souvent elle prend une voix d'homme au vocodeur. Donc il y a ce côté, et puis cet humour, ce côté en même temps surréaliste, très très grande artiste, mime aussi. Donc, sur scène, c'est des performances fantastiques. Et j'ai eu la chance vraiment de collaborer plusieurs fois avec elle, que ce soit pour l'album Zuluk, où je me souviens qu'elle est rentrée avec sa grosse moto dans un studio à New York où j'enregistrais. Et elle arrive, et donc c'était la première fois que je la voyais, toute petite, avec une moto qui était 4 fois plus grosse qu'elle. Et comme elle avait peur de se le faire piquer, elle a rentré la moto dans le studio. Et puis Zuluk cet album était basé sur le fait de faire un album vocal, mais sans mots. C'est-à-dire uniquement avec des phonèmes, ou pour le côté phonétique, c'est-à-dire d'utiliser la voix comme un instrument, comme une matière sonore, et pas pour raconter une histoire. Et donc je lui ai fait ça. Alors c'était tout à fait sa came. Et donc on a passé comme ça plusieurs nuits à inventer finalement un langage. Et il y avait un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait La Guerre du Feu. Et en fait, j'ai été très frappé sur le fait que le scénariste, c'était Anthony Burgess, celui qui a écrit Orange Mécanique, et qui en fait, on lui avait demandé, c'était Jean-Jacques Hano, le réalisateur français, lui avait demandé de faire les dialogues de La Guerre du Feu. En fait, il n'y avait pas de mots. À cette époque-là, c'était que des grognements, etc. Et en fait, il avait travaillé sur le fait d'établir une sorte de langage, mais qui soit pas une langue. Et donc on est parti de cette idée-là, et ça a donné une grande partie de l'album Zuluk. Voilà. Et puis on a retravaillé ensemble après. Elle était le MC pour le concert que j'ai donné aux Pyramides pour le passage en l'an 2000, où elle était un MC dans une sorte d'écran en forme de miroir. Et en fait, c'était elle qui en fait faisait le Master of Ceremony. Puis on a travaillé une 3e fois ensemble pour l'album Electronica, où on a fait un morceau qui s'appelle Rely on Me, qui est l'idée d'une histoire, une relation, une sorte d'histoire d'amour entre une intelligence artificielle et un mec ou une fille, quoi. Donc voilà. Donc Big Science, Big Laurie. Alors, autre chef-d'œuvre. Alors David Bowie, bon, il y a quand même très peu de choses à jeter dans son parcours. Mais pourquoi j'ai pris cet album, qui est le Outside, c'est que là-dedans, il a inventé une chose. Il a inventé pas mal de choses. C'est une sorte de Picasso du rock, David Bowie. Mais il a inventé le mur sonore. C'est-à-dire que ce qu'on entend beaucoup dans le métal, dans le heavy metal, c'est aujourd'hui. C'est en fait l'idée de cette espèce de mur de son qu'on t'envoie dans le live comme ça. Et en fait, ça vient aussi du guitariste avec qui il travaille, qui est Riff Gabriels, qui est un mec qui a vraiment changé les choses pour moi sur le plan de la guitare. C'est-à-dire qu'il arrive avec son instrument à projeter juste une sorte de mur sonore qui a été retrouvé, qu'on retrouve beaucoup dans le métal, mais aussi dans certains groupes, par exemple comme Fuck Buttons, qui a aussi ce côté qui est probablement d'ailleurs peut-être très anglais. Ils s'y connaissent en mur de briques, donc ils sont capables de le produire sur scène. Bon, ça c'est plutôt bien. Et puis en même temps, il y a tout ce côté I'm Deranged, qui a été
énormément repris en synchro, notamment dans Seven par exemple. Et c'est dans beaucoup de films de David Fincher, de David Lynch, enfin cette espèce de côté en même temps dérangé, sombre, et qui préfigurait en fait son dernier album Black Star aussi. Il y a beaucoup de liens entre les deux, même si Black Star est plus jazz, celui-là est en fait un son qui est c'est de la matière sonore pure, quoi. Chef-d'œuvre. Alors Billie Eilish, Billie Eilish, encore un trip sonore qui m'a fait halluciner quand j'ai entendu le premier album, c'est-à-dire quelque chose qui est fait dans sa chambre pratiquement avec son frère, avec très très peu de moyens, et comme on le voit, c'est encore une célébration des limites, des limitations. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que dans n'importe quelle forme de création, ce qui est hyper important, c'est d'avoir des limites. Et en fait, le danger, c'est qu'aujourd'hui, la technologie te fait croire qu'il n'y a pas de limite parce qu'un logiciel a réponse à tout. Et en fait, on devient des archivistes techno et on ne se challenge plus. Finalement, qu'est-ce qui fait que ton album ou ta musique va être spécifique? C'est toi. C'est pas la technologie, elle est neutre. Comme je disais tout à l'heure, il y a 12 notes dans la musique, enfin la musique occidentale, et en fait, il y a des millions de morceaux qui ont été faits, et ce qui fait la différence, c'est le fait que tu pris par tes propres limites, et que plus tu vas les explorer, plus tu vas être spécial, plus tu vas être différent. Et Billie Eilish, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on entend 30 secondes de Billie Eilish, on sait que c'est elle et personne d'autre. Comme il y a à peu près, je crois, 100 000 morceaux qui sortent par jour dans le monde, mais quand on prend Bad Guy, mais tout l'album, en fait, il n'y a rien. C'est que de la prod. C'est l'apologie du vide. C'est-à-dire qu'il y a la voix, et puis quelques sons. Et c'est complètement habité. Il y a très très peu de gens qui savent gérer l'espace dans la musique. Un autre groupe, c'est Massive Attack. Moi, j'ai travaillé avec Massive Attack, on a collaboré toujours pour Electronica, et je lui disais, moi, ce que je trouve super, que je suis incapable de faire, c'est justement cette espèce d'arriver à créer de l'espace entre les éléments musicaux. Bon, très gentiment, lui m'a... Robert Del Nadja, Robert me dit non, mais moi j'arrive pas non plus à faire ce que tu fais, c'est-à-dire à remplir en mettant énormément d'informations. Au même moment, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Donc en fait, finalement, on est tous. Pourquoi je dis ça, c'est qu'on est tous à la fois prisonniers de son style, mais en même temps, c'est ça qui le fait, ce style. Et Billie Eilish, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle est partie de rien, pratiquement rien, avec son frère, pour créer un tout. Voilà. Alors j'oserais dire que j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin. C'est de toute façon, certainement, un des meilleurs albums jamais faits. Et pour moi, dans cet album, tout est bon, mais il y a un morceau qui s'appelle Will O' the Wisp, qui pour moi résume ce que pour moi est FIP. Will O' the Wisp, en français, il faut dire que ça veut dire feu follet, c'est-à-dire au fond une présence à la fois vivace, insaisissable. Et c'est ce qu'est FIP. C'est à la fois une présence vivace et insaisissable. C'est-à-dire le fait de n'être jamais là où on l'attend. C'est l'anti-playlist par définition, c'est l'anti-Spotify. Et en fait, ce morceau, pourquoi il résume bien, indépendamment de son titre, il résume bien FIP, c'est que c'est un album, et ce morceau-là en particulier, mais tout l'album, qui résume cette espèce d'éclectisme qui fait l'ADN de FIP. C'est à la fois un album exotique, parce que c'est un hommage à toute la culture latino-espagnole. En même temps, c'est un album totalement intemporel, c'est-à-dire que, c'est une source d'inspiration pour le hip-hop d'aujourd'hui, évidemment, et en même temps, c'est un pont avec la musique classique, c'est-à-dire que, par exemple, ce Will O' the Wisp, c'est un morceau qui est tiré d'une œuvre classique de Manuel de Falla qui s'appelle L'amour sorcier. Ce morceau et cet album, pour moi, résument ce qu'est FIP, c'est-à-dire le fait d'être out of the box, d'être surprenant, de faire des ponts constants entre classique, actuel ou demain matin, hier, et le jazz, le rock, et finalement de faire la bande-son, non pas de votre quotidien, mais une sorte de bande-son éternelle. Et je suis ravi que notre ami Rudy soit à la tête de FIP, qui peut arriver à la fois à conserver son ADN, je ne sais pas comment il fait, et en même temps à le rendre totalement pertinent de manière contemporaine aujourd'hui. Voilà.
c'est fini pour aujourd'hui.